Imaginez la scène. Le troisième étage du Palais de l'Unité. Le cœur battant du pouvoir camerounais. Des couloirs feutrés, des hommes en costume sombre, des agents de sécurité d'élite postés à chaque porte. Le silence de ceux qui savent que ce qui se passe ici ne doit jamais sortir d'ici. Paul Biya est là. Assis derrière son bureau. En pleine séance de travail sur le dossier le plus sensible du moment, la composition du nouveau gouvernement et le choix du futur vice-président de la République du Cameroun. Un document est posé devant lui. Un seul document. Mais ce document contient peut-être le nom de celui qui, demain, sera le deuxième homme le plus puissant de ce pays. Et puis, une porte s'ouvre. Sans frapper. Sans annonce. Sans protocole. Elle entre. Et en quelques secondes, le troisième étage le plus sécurisé du Cameroun se transforme en scène de chaos. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est ce que les médias officiels ne vous diront jamais. Ce que les communicants du régime veulent effacer de toutes les mémoires. Ce que les témoins présents ce jour-là n'oseront jamais confirmer publiquement. Restez avec nous. Parce que cette histoire, elle ne fait que commencer. Partie 1. Contexte des faits, le palais, ce théâtre du pouvoir. Pour comprendre ce qui s'est passé au Palais de l'Unité la semaine dernière, il faut d'abord comprendre comment fonctionne ce lieu mythique, et ses habitants. Paul Biya, selon plusieurs sources proches du pouvoir, a progressivement modifié ses habitudes de travail ces dernières années. Le président de la République ne se rend plus systématiquement à son bureau du troisième étage du Palais de l'Unité. Il travaille désormais régulièrement depuis son domicile présidentiel. Une habitude devenue quasi structurelle, que ses collaborateurs les plus proches ont appris à intégrer dans leur quotidien. Mais il existe des exceptions. Des moments précis où Paul Biya juge nécessaire de se rendre dans ce bureau officiel. Quand il doit recevoir un chef d'État étranger. Quand il attend un appel diplomatique de haute importance. Quand un dossier particulièrement sensible exige le cadre solennel et sécurisé de ce bureau d'État. La semaine dernière, c'est l'un de ces moments exceptionnels qui s'est produit. Paul Biya a fait le déplacement. Il s'est installé derrière ce bureau que peu de Camerounais ont vu de leurs propres yeux. Et il a ouvert un dossier qui, depuis plusieurs semaines, divise les cercles du pouvoir camerounais comme jamais auparavant, la question de la vice-présidence. Mais ce n'est pas tout. Car pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est produit ce jour-là, il faut revenir sur l'annonce qui a tout déclenché. La décision de Paul Biya d'introduire, pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle du Cameroun, le poste de vice-président de la République. Une annonce qui, en apparence, ressemble à une réforme institutionnelle ordinaire. Mais qui, dans les coulisses du pouvoir à Yaoundé, a produit l'effet d'une bombe à fragmentation. Pourquoi ? Parce que derrière la question juridique et constitutionnelle, il y a une question humaine, familiale, presque dynastique, qui sera ce vice-président ? Et selon plusieurs sources concordantes, le choix de Paul Biya serait clair, assumé, arrêté. Ce choix, c'est son fils. Franck Biya. Franck Biya, ce fils discret, longtemps resté dans l'ombre de son père, mais dont la trajectoire politique s'est accélérée ces dernières années. Franck Biya, que ses partisans présentent comme le successeur naturel, le garant de la continuité, le fils qui a attendu son heure patiemment. Mais Franck Biya a une opposante. Une seule. Et cette opposante est peut-être la seule personne au Cameroun qui puisse entrer sans frapper dans le bureau de Paul Biya. Cette opposante, c'est Chantal Biya. La première dame. Partie 2 ou le conflit, la guerre des clans au sommet de l'État. Depuis que le nom de Franck Biya circule avec insistance comme favori pour la vice-présidence, le Palais de l'Unité est devenu un champ de bataille. D'un côté, le clan de Franck Biya. Ses proches, ses soutiens, ceux qui voient dans cette nomination l'aboutissement d'une stratégie patiente et méticuleuse. Ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour positionner le fils du président comme le successeur incontournable. De l'autre côté, le clan de Chantal Biya. La première dame, elle aussi, a ses réseaux. Ses fidèles. Ses lignes rouges. Et visiblement, la nomination de Franck Biya comme vice-président est l'une de ces lignes rouges qu'elle refuse de laisser franchir. Mais ce n'est pas tout. Car au cœur de cette bataille entre deux clans, il y a un nom qui revient avec insistance. Un nom qui cristallise les tensions. Ce nom, c'est celui de Georges Gilbert Bahongla. Georges Gilbert Bahongla est une figure centrale de l'entourage présidentiel. Et selon les partisans de Franck Biya, il ne serait pas neutre dans cette bataille. Bien au contraire.
Ils sont convaincus, et cette conviction circule avec force dans les cercles du pouvoir à Yaoundé, que Georges Gilbert Baongla travaillerait activement pour le compte de Chantal Biya. Qu'il serait, en quelque sorte, un agent double au cœur du dispositif présidentiel. Une accusation lourde. Une accusation qui, si elle est fondée, expliquerait beaucoup de choses. Et une accusation qui, selon nos informations, aurait précipité les événements dramatiques de la semaine dernière. Parce que ce matin-là, quand Paul Biya s'est installé dans son bureau du 3e étage pour travailler sur le dossier de la vice-présidence, il n'était pas seul. Il était entouré d'une petite équipe. Des collaborateurs triés sur le volet. Des hommes supposément de confiance. Et quelqu'un, dans ce dispositif hermétique, aurait informé Chantal Biya. Quelqu'un aurait décroché son téléphone, ou passé un message, pour dire à la première dame, il est là, il travaille sur le dossier, c'est maintenant ou jamais. Et Chantal Biya a décidé que c'était maintenant. Ce qui s'est passé ensuite dépasse tout ce que les observateurs du pouvoir camerounais avaient imaginé. Chantal Biya débarque au 3e étage sans annonce préalable. Les agents de la direction de la sécurité présidentielle, la redoutable DSP, sont présents. Ils la voient arriver. Mais personne ne l'arrête. Parce que personne au Cameroun n'arrête la première dame. Elle entre dans le bureau. Et là, avant même que Paul Biya ait pu ouvrir la bouche, les mots commencent à pleuvoir. Dur. Direct. Sans filtre. Une avalanche d'insultes à l'adresse de l'entourage présent, des collaborateurs qui ne savent plus où se mettre, qui regardent le sol, qui retiennent leur souffle. Chantal Biya est claire, elle s'oppose à la nomination de Franck Biya comme vice-président. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une demande polie. C'est une opposition frontale, assumée, exprimée avec toute la force d'une femme qui sait que dans cette pièce, à cet instant, personne ne peut lui répondre. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle ajoute quelque chose qui va bien au-delà de la querelle politique. Elle évoque le pape Léon XIV, dont la visite au Cameroun aurait suscité des attentes particulières de sa part. Elle accuse les frères de Paul Biya d'avoir tout manœuvré pour que ce pontife, en visite sur le sol camerounais, ne puisse pas bénir ses enfants. Une accusation à la fois personnelle et spirituelle. Une blessure intime portée dans un espace politique. Et elle conclut par ce qui ressemble à un véritable acte d'accusation contre Paul Biya lui-même. Aujourd'hui, dit-elle, il veut mettre de côté ceux qui le protègent depuis des années. Le silence dans la pièce doit être assourdissant à ce moment-là. Puis vient le geste. Le geste qui a tout changé. Chantal Biya s'avance vers le bureau. Elle saisit le document posé devant Paul Biya, ce document sur lequel travaillait le président, elle le déchire. Et elle repart. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Ce n'est qu'après son départ qui vide Essentiaux, le patron de la DSP, reprenant ses esprits, ordonne une évacuation immédiate du 3e étage. Pour éviter les fuites. Pour contenir l'incident. Pour s'assurer que ce qui vient de se passer reste confiné dans les murs de ce couloir feutré. Mais dans le monde d'aujourd'hui, rien ne reste vraiment secret. Partie 3, Révélation et décryptage, ce que cet incident révèle vraiment. Pour ceux qui seraient tentés de réduire cet incident à une querelle conjugale, permettez-nous de poser les choses clairement. Ce qui s'est passé au 3e étage du Palais de l'Unité n'est pas une scène de ménage. C'est un acte politique. Un acte de pouvoir. Un signal envoyé à tous ceux qui pensaient que la question de la vice-présidence était réglée. Analysons ce geste de déchirer le document. Un document posé devant le président de la République, dans son bureau officiel, entouré de ses collaborateurs. Déchirer ce document, c'est dire symboliquement, cette décision n'est pas définitive. Cette page n'est pas tournée. Cette nomination ne passera pas. C'est un message. Et ce message a été reçu 5 sur 5 par tout le monde dans cette pièce. Mais ce n'est pas tout. Car cet incident s'inscrit dans un contexte plus large que celui des seules ambitions de Franck Biya. Il faut comprendre que la question de la succession au Cameroun est, depuis des années, le grand non-dit de la politique nationale. Personne n'en parle officiellement. Mais tout le monde y pense. Et tous les acteurs du système, partisans, proches, clans familiaux, se positionnent en fonction de ce grand rendez-vous dont on ne sait ni la date ni les modalités exactes. Dans ce contexte, la création d'un poste de vice-président prend une dimension immense. Parce que dans la logique constitutionnelle, le vice-président est celui qui, en cas d'empêchement du président, assume la continuité du pouvoir exécutif. Autrement dit, nommer un vice-président,
c'est potentiellement nommer un successeur. Et là, la question prend une autre dimension. Si Franck Biya devient vice-président, il devient le successeur constitutionnel désigné de son père. Un scénario dynastique que certains voient comme une évolution naturelle, et que d'autres, visiblement dont Chantal Biya, refusent catégoriquement. Mais pourquoi Chantal Biya s'opposerait-elle à la nomination de Franck Biya? Après tout, Franck est présenté comme le fils de Paul Biya. Qu'est-ce qui expliquerait cette opposition aussi frontale, aussi publique, aussi dramatique? C'est là que les sources commencent à murmurer des choses que l'on ne peut vérifier qu'avec prudence, mais qui méritent d'être posées comme hypothèse d'analyse. Première hypothèse, Chantal Biya aurait ses propres préférences quant à l'avenir du pouvoir. Des préférences qui ne coïncident pas avec celles de Paul Biya, et surtout, qui ne placent pas Franck Biya au sommet de la hiérarchie successorale. Deuxième hypothèse, l'opposition de Chantal Biya ne serait pas seulement personnelle, mais aussi stratégique. Elle représenterait les intérêts d'un clan, d'un réseau, qui verrait dans la montée en puissance de Franck Biya une menace directe pour ses propres positions. Troisième hypothèse, la plus complexe, la première dame aurait des informations sur les manœuvres de l'entourage de Franck Biya qui justifieraient, à ses yeux, cette opposition radicale. Des manœuvres qui toucheraient à des questions qui la blessent profondément, comme cet épisode autour de la visite papale et de la bénédiction de ses enfants. Aucune de ces hypothèses ne peut être présentée comme une certitude. Mais chacune d'elles éclaire d'une lumière différente le geste de déchirer ce document. Et puis, il y a Georges Gilbert Baongla. Selon nos informations, à la suite de l'incident au Palais de l'Unité, le clan de Franck Biya aurait décidé de passer à l'offensive. Et la première étape de cette offensive serait de faire arrêter Georges Gilbert Baongla, celui que les partisans de Franck Biya accusent de servir d'agent de liaison pour Chantal Biya au sein du dispositif présidentiel. Si cela se confirme, nous serions face à quelque chose d'inédit, une bataille interne au sein même du système présidentiel camerounais, avec des arrestations, des évacuations de bâtiments, des documents déchirés et des insultes échangées à 3 mètres du président de la République. Ce n'est plus de la politique. C'est du théâtre. Un théâtre dont les coulisses sont en feu. Mais attendez. Parce que ce n'est pas la première fois que Chantal Biya provoque ce type d'incident. Et le précédent que nous allons vous révéler maintenant est encore plus stupéfiant. Il y a quelques mois, Chantal Biya se trouve à Genève. Sa nièce vient d'être incarcérée dans le cadre d'une affaire impliquant le contre-amiral Joseph Fouda. Un dossier sensible. Une affaire qui touche la famille de la première dame de manière directe. Chantal Biya ne passe pas par les voies diplomatiques. Elle ne mandate pas un avocat. Elle ne fait pas appel à un intermédiaire. Elle se rend en personne dans la chambre du contre-amiral. Et là, elle lui déverse tout ce qu'elle a sur le cœur. Elle l'accuse d'être l'un de ceux qui veulent tuer son mari. Dans une chambre d'hôtel. À Genève. Selon des sources proches des événements, la situation aurait failli dégénérer physiquement. Il s'en serait fallu de peu, dit-on, que la première dame note ses talons pour s'en servir comme arme improvisée. Quelques heures après cet incident, sa nièce et toutes les personnes incarcérées avec elle étaient libérées. Coïncidence? Pression? Résultat d'une négociation menée dans cette chambre d'hôtel genevoise? Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Mais les faits, posés dans cet ordre, parlent d'eux-mêmes. Partie 4. Analyse satirique approfondie, ainsi va la République de Yaoundé. Mes chers compatriotes, mes chers observateurs de la politique africaine, permettez-nous maintenant de prendre un peu de recul. Parce que si l'on réfléchit bien à tout ce que nous venons de vous exposer, il y a quelque chose de profondément révélateur dans cette histoire. Quelque chose qui dit beaucoup sur la nature du pouvoir au Cameroun. Sur la façon dont les grandes décisions se prennent. Sur qui, en réalité, gouverne quoi? Prenons d'abord la question du protocole. Au Palais de l'Unité, il y a des agents de la DSP. Des professionnels de la sécurité, formés, équipés, dévoués. Leur mission, protéger le président de la République. Assurer la sécurité du chef de l'État. Contrôler les accès aux zones sensibles. Et pourtant, ce jour-là, personne n'a bougé. Parce qu'au Cameroun, il y a les règles officielles, et il y a les règles réelles. Et l'une des règles réelles les plus intangibles du système camerounais, c'est que la première dame passe partout. Elle n'a pas de badge. Elle n'a pas besoin d'annonce. Elle n'a pas besoin d'autorisation. Elle est au-dessus du protocole, au-dessus de la procédure, au-dessus de tout ce qui, sur le papier, est censé réguler l'accès au cœur du pouvoir.
C'est là où l'on comprend que le Cameroun fonctionne encore beaucoup sur la base de relations personnelles, familiales, affectives et non sur la base d'institutions solides et imperméables aux émotions humaines. Mais ce n'est pas tout. Parlons maintenant du document déchiré. Un document de travail présidentiel. Dans un bureau présidentiel. Déchiré par une première dame en colère. Devant des collaborateurs tétanisés. Dans un état de droit classique, cet acte aurait des conséquences juridiques. On parlerait de destruction de documents officiels. On parlerait d'obstruction au fonctionnement des institutions. On parlerait, au minimum, d'incidents graves nécessitant un rapport officiel. Au Cameroun, on a ordonné une évacuation pour éviter les fuites. Nuance. Et puis, parlons du fond. De la bataille pour la vice-présidence. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est le paradoxe suivant, on nous dit que Paul Biya a pris sa décision. Que son choix est arrêté. Que Franck Biya sera vice-président. Mais si la décision est vraiment prise, pourquoi est-ce qu'un document peut encore être déchiré? Pourquoi est-ce qu'une irruption au bureau peut encore changer quelque chose? La réponse à cette question dit tout sur la nature du pouvoir en Afrique centrale. Une décision n'est jamais vraiment prise tant que toutes les forces en présence ne l'ont pas acceptée. Et dans un système où les acteurs clés ne sont pas des institutions mais des personnes, des clans, des familles, des réseaux, une décision peut toujours être remise en question par celui ou celle qui a suffisamment de proximité avec le décideur. Et la première dame a cette proximité. Que ses opposants le veuillent ou non. Parlons aussi de cette affaire de la bénédiction papale. Chantal Biya a évoqué le pape Léon XIV. Elle a accusé les frères de Paul Biya d'avoir manœuvré pour que le pontife ne bénisse pas ses enfants lors de sa visite au Cameroun. C'est une accusation qui mêle le politique, le familial et le spirituel de manière explosive. Et c'est là où l'on voit que les conflits au sommet du pouvoir camerounais ne sont pas que des conflits d'intérêt politique. Ce sont aussi des conflits humains, profondément humains. Des blessures accumulées. Des affrontes non oubliées. Des comptes à régler qui remontent parfois à des années. La politique camerounaise au plus haut niveau, c'est parfois l'histoire d'une famille qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur son propre avenir. Et qui gère ses désaccords non pas autour d'une table de négociation, mais dans des couloirs d'hôtels à Genève et dans des bureaux présidentiels à Yaoundé. Ainsi va la République. Maintenant, parlons de Georges Gilbert Baongla. Cet homme est au centre de toutes les tensions. Les partisans de Franck Biya l'accusent d'être l'agent de Chantal Biya au cœur du dispositif présidentiel. Et selon nos informations, son arrestation serait envisagée comme première étape d'une contre-offensive du clan de Franck. Si cela se confirme, ce serait un signal extraordinairement fort. Parce que cela voudrait dire que Franck Biya et ses soutiens sont prêts à utiliser les instruments de l'État, la justice, les forces de sécurité, pour régler une bataille interne au palais. Et là, on entre dans un territoire très dangereux. Parce que quand les clans utilisent les institutions pour se combattre entre eux, c'est l'État qui en sort fragilisé. C'est le citoyen ordinaire qui se retrouve otage de guerre de palais qu'il n'a jamais choisi. Le Camerounais lambda, lui, pendant ce temps, pense à son loyer. À la facture d'électricité. Aux frais de scolarité de ses enfants. Aux embouteillages d'Aqua ou de Bastos. Il ne sait pas que quelque part, dans un couloir climatisé du palais de l'Unité, des hommes et des femmes en costume se battent pour savoir qui sera le prochain vice-président d'un pays où la majorité des habitants n'a jamais vu le palais de l'Unité de ses propres yeux. C'est ça, la vraie satire camerounaise. Pas besoin d'inventer. La réalité suffit amplement. Mais attendez encore. Parce qu'il y a un dernier angle d'analyse que nous n'avons pas encore abordé. Et c'est peut-être le plus important. Dans toute cette histoire, il y a un personnage central dont on parle peu. Un personnage dont les réactions, les sentiments, les pensées nous sont totalement inaccessibles. Ce personnage, c'est Paul Biya lui-même. Que s'est-il passé dans la tête du président quand Chantal Biya est entrée dans ce bureau? Quand les insultes ont commencé à pleuvoir? Quand le document a été déchiré devant lui? A-t-il essayé d'intervenir? A-t-il gardé le silence? A-t-il regardé la scène avec la distance de celui qui a tout vu, tout vécu, et qui sait que certaines batailles ne se gagnent pas dans l'instant? Nous ne le savons pas. Et peut-être que personne ne le saura jamais vraiment. Mais ce que l'on sait, c'est que dans ce bureau, ce jour-là, le président de la République du Cameroun, l'homme qui gouverne ce pays depuis 1982, a regardé un document posé devant lui se faire déchirer. Et n'a rien dit.
Ce silence dit peut-être plus que tous les discours officiels réunis. Conclusion, la question que tout le monde esquive. Voilà. Vous avez maintenant tous les éléments. Tous les faits rapportés par nos sources. Toute l'analyse que nous pouvons vous offrir à ce stade. Résumons rapidement. Paul Biya travaille sur la vice-présidence. Son choix, selon nos informations, se porte sur son fils Franck Biya. Chantal Biya s'y oppose fermement, et le fait savoir de la manière la plus spectaculaire qui soit, en pénétrant sans annonce dans le bureau présidentiel, en insultant l'entourage, en déchirant le document de travail, et en repartant comme elle est venue. Le patron de la DSP ordonne une évacuation. Le clan de Franck Biya décide de riposter en ciblant Georges Gilbert Baongla. Et pendant ce temps, le Cameroun attend. Le Cameroun observe. Le Cameroun se demande ce que tout cela signifie pour son avenir. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si Chantal Biya a tort ou raison. La vraie question n'est pas de savoir si Franck Biya mérite ou non ce poste. La vraie question, la question que chaque Camerounais devrait se poser ce soir, c'est celle-ci. Dans un pays où les grandes décisions se prennent dans des bureaux feutrés, où un document peut être déchiré sans conséquence, où les clans familiaux se battent pour le pouvoir pendant que le peuple attend des résultats concrets sur sa vie quotidienne. Qui gouverne vraiment pour qui? C'est la question que nous vous posons. Et c'est à vous, maintenant, d'y apporter votre réponse. Si cette analyse vous a apporté une valeur, si elle vous a éclairé sur ce qui se passe vraiment dans les coulisses du pouvoir camerounais, partagez cette vidéo. Parce que l'information indépendante n'a de puissance que si elle circule librement. On se retrouve très bientôt pour la suite. Parce que cette histoire, elle n'a pas fini de nous surprendre.